9h sur Al-Oula, bienvenue dans ce journal. Au sommaire ce soir. L'absence du Maroc au 8e sommet de l'Atikad suscite de vives réactions au sein du continent. Les condamnations s'enchaînent suite à la déclaration flagrante d'hostilité envers le royaume de la part de la présidence tunisienne. Nous analyserons ce revirement diplomatique. Le politologue Moustapha Sahimi est notre invité plateau ce soir. Les tarifs des manuels scolaires connaîtront-ils une hausse cette année? La question préoccupe de plus en plus de parents d'élèves. À une semaine de la rentrée, les librairies sont pris d'assaut. Si le prix des manuels des écoles publiques ne change pas, celui des manuels importés a lui connu une légère hausse. Sports équestres traditionnels également au menu de ce journal. Nous irons à Meknès à la découverte de son Moussem de Tborida. Les festivités ont commencé hier déjà dans la commune rurale de Msaken Tricia. Un retour en fanfare du festival après 3 années d'interruption. Bonsoir. Au lendemain de l'invitation unilatérale par la Tunisie de l'entité séparatiste à la TICAD 8, les condamnations ne cessent de se multiplier à travers le continent, mais également à l'échelle nationale. L'acte tunisien est qualifié d'hostile et contraire à l'esprit des relations régionales bilatérales et aux liens de fraternité et de coopération entre les deux peuples frères. Experts et universitaires marocains analysent ce revirement flagrant et ouvertement hostile du régime tunisien à l'égard du Maroc. Nawal Gourari, Amin Amouri et Iman Ablou. Un coup de poignard perfide qui fait fi des liens d'amitié unissant Rabat et Tunis. La démarche hostile et étrange du président tunisien est non seulement en déphasage avec les relations bilatérales et de bon voisinage, mais frappe de plein fouet un patrimoine historique commun, immuable depuis de longues décennies. L'accueil officiel réservé par Kais Saïd au chef des séparatistes est un acte hostile qui s'ajoute à bien d'autres actes similaires, dont celui de l'abstention de Tunis au Conseil de sécurité au sujet de résolutions concernant la première cause nationale du pays, objet d'un consensus national et désormais international. C'est une réaction empreinte d'une impulsivité criante et d'une étroitesse d'esprit flagrante. Fuir en avant est l'un des traits marquants de la personnalité de l'actuel président tunisien. Il n'affronte jamais les problèmes ou les situations critiques. Il va même trop loin quand il décide de rappeler l'ambassadeur de la Tunisie à Rabat, juste après que Rabat ait rappelé le sien. Le président tunisien aurait pu ne pas en arriver là et éviter une crise diplomatique sans précédent entre les deux pays. Le Japon a exprimé son souhait de ne pas recevoir le chef des séparatistes du Polisario. C'est une bourde injustifiée qui heurte le peuple marocain et nuit amplement aux relations maroco-tunisiennes. En agissant de la sorte, Kais Saïd a porté beaucoup plus préjudice à ses compatriotes qu'aux Marocains. أضر بالتونسيين وبتونس أكثر مما أضر بالمغرب. استقبال تونس لإرهابي. Le fait que la Tunisie accueille un terroriste décrit comme le chef d'une entité fantoche est en violation flagrante avec le droit et la légitimité internationale. Il contraste avec les résolutions du Conseil de sécurité et aux relations historiques distinguées entre les deux pays. Aucun des prédécesseurs de Kais Saïd n'a commis une telle bévue. La Tunisie est connue depuis toujours pour sa neutralité. Et pourtant, le Maroc n'a jamais été neutre quand il s'agit des intérêts de la Tunisie. Bien au contraire. L'histoire retient les gestes nobles et loyaux que le royaume n'a eu de cesse de témoigner à ce pays maghrébin. Une solidarité naturelle, car convaincu du bien fondé de la construction maghrébine. Le peuple tunisien se souvient avec beaucoup d'admiration de la visite effectuée par Sa Majesté le roi Mohamed VI en Tunisie en 2014. Le souverain fut à l'époque le seul chef d'État à avoir bravé le danger en rendant visite à un pays faisant face à une série d'attentats terroristes et de graves crises politiques. Le Maroc s'est rangé du côté de la Tunisie politiquement et économiquement. Le royaume ne mérite point une telle attitude. هذا التصرف الشاذ. هب الشعب المغربي عقب اغتيال النقابي التونسي المعروف
Après l'assassinat du célèbre syndicaliste tunisien Farhat Hachad en 1952, le Maroc s'est soulevé en exprimant une forte indignation. Une vague de manifestations a pris place dans tout le pays, avant même celles qui ont eu lieu en Tunisie. Nous gardons aussi vivace le souvenir de la visite royale en 2014 dans ce pays, au cours de laquelle le souverain a exprimé sa solidarité avec la Tunisie, en proie au terrorisme. N'oublions non plus la solidarité du royaume envers ce pays en pleine crise du Covid-19. وهو أمر لا يخفى بأنه من شيم جلالة الملك ومن شيم المغاربة في تضامنهم مع الشعب التونسي في محنه. Un comportement incompréhensible, dont le sillage d'un contexte régional et international favorable à la marocanité du Sahara. Mais le président tunisien fait cavalier seul, il fait la sourde oreille à la voix de la légitimité qui triomphe partout. Il suffit de voir la réaction des capitales mondiales au sujet de la question de notre intégrité territoriale. Elles ont une haute considération de l'histoire millénaire du Maroc, de son poids dans le concert des nations et de sa crédibilité sur la scène internationale. Plusieurs pays à travers le globe reconnaissent successivement la légitimité de l'initiative marocaine d'autonomie. J'ai envie de dire aux Tunisiens que la Tunisie ne nuit guère aux intérêts du royaume. C'est un comportement étrange émanant d'un pays qui fut le berceau du printemps arabe. Nous, Marocains, sommes attachés à notre Sahara. Notre Sahara fait partie intégrante de notre identité. Erreur de calcul, acte mal intentionné. En tout cas, le comportement de Kais Saïed rompt avec les positions adoptées de tout temps par les chefs d'État tunisiens envers l'intégrité territoriale du Maroc, en se rangeant du côté des partisans du séparatisme et du terrorisme, dans une région où le royaume se positionne comme un acteur incontournable, comme un pays bâtisseur que rien n'arrête dans sa marche vers le développement et la prospérité. Pour analyser cette actualité brûlante, nous recevons sur le plateau le politologue et professeur de droit Mostafa Salimi. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, comment interpréter la volte-face du régime tunisien vis-à-vis de l'intégrité territoriale du royaume, tenant compte de la conjoncture actuelle? Avant d'interpréter, il faut réagir. Pour dire quoi? L'indignation et la colère légitime du peuple marocain. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la justification de la décision de l'actuel président de la Tunisie? Il n'y en a pas. Il est de mauvaise foi. L'argumentaire qu'il a développé est tout à fait irrecevable et implaidable. Pourquoi? Parce que c'est le Japon qui organise le 8e TICAD, donc c'est une réunion Japon-Afrique, et il y avait 50 pays qui avaient été invités. C'est pas l'Union africaine. Et donc, il y a eu une manœuvre de procédure, évidemment, ourdie avec le concours actif des diplomates algériens pour arriver à cette situation-là. Et donc, c'est une situation qui n'est pas acceptable, il faut la dénoncer. Premier point. Le deuxième point, les causes. Pourquoi on en est là? Déjà, on avait relevé des ambiguïtés regrettables de la Tunisie sur la question nationale. Je fais référence au vote abstention de la Tunisie au Conseil de sécurité le 29 octobre 2021 lors de l'adoption de la résolution 2602. C'est étonnant, comment l'abstention? Que la Russie adopte l'abstention, c'est compréhensible, il fait des intérêts particuliers entre Moscou et Alger, mais pas un peuple frère, un peuple solidaire et un pays voisin. Alors, ça, c'est un coup, à mon avis, c'est un coup fatal qui ne génère que des inconvénients pour la Tunisie. Justement, quelles en seraient les répercussions sur l'avenir des relations maroco-tunisiennes et sur les équilibres régionaux de façon plus globale? Précisément sur ce point, vous avez raison de le relever. D'abord, c'est que la voix de la Tunisie ne sera plus audible. Déjà que c'était difficile compte tenu des conditions de la réforme de la Constitution, du référendum du 25 juillet 2022, puisque vous savez comment ça s'est passé, c'est une constitution absolutiste qui donne des pouvoirs particuliers au chef de l'État et qui écrase pratiquement toutes les structures constitutionnelles de contrepoids. Premier point. Deuxième point, c'est la dilapidation du capital diplomatique de la Tunisie.
je vais utiliser une image, il a fait cramer la crédibilité diplomatique de la Tunisie à l'international. Parce que la Tunisie s'est alignée sur l'Algérie, qu'elle a pris une position qui est contraire aux principes de la pratique diplomatique continentale, et que sur ce plan-là, ça peut avoir que des conséquences. Il y a aussi le fait que c'est une conséquence qu'il faut relever pour ce qui est des relations avec le Maroc. Nous n'aurons plus de partenaires. Et donc c'est une situation qui va être réévaluée. Le Maroc sait maintenant à quoi s'attendre à propos de la Tunisie. Et puis il y a le fait qu'au niveau africain, c'est un élément qui nourrit la conflictualité et la division. La Tunisie pratique maintenant une politique et une diplomatie de division. Et puis c'est le fait aussi que la leçon est donnée après le discours royal du 20 août. Pour la question nationale, c'est la ligne rouge et la Tunisie est en train de vérifier que c'est une ligne rouge, qu'elle a fait la faute et que donc il y aura des mesures d'accompagnement et probablement de rétorsion pour ce qui est de l'avenir des relations bilatérales. Justement, l'absence du Maroc de ce 8e sommet de la TICAD continue de susciter de vives réactions. À leur tête, celle d'un partenaire principal du sommet, le Japon, qui a dénoncé et exprimé son refus de la participation des séparatistes du Polisario à la conférence. La délégation japonaise a notamment réaffirmé que la TICAD est un forum de discussion sur le développement de l'Afrique et que la présence de toute entité que le Japon ne reconnaît pas comme un État souverain aux réunions liées à la TICAD 8, y compris la réunion des hauts fonctionnaires et la réunion au sommet, n'affecte pas la position du Japon concernant le statut de cette entité. Cette déclaration vient confirmer la position déjà exprimée à maintes fois par Tokyo, selon laquelle les invitations au sommet qui devaient émaner exclusivement et conjointement de la Tunisie et du Japon n'ont été adressées qu'aux États officiellement reconnus par Tokyo et ne faisant pas l'objet de sanctions de la part de l'Union africaine. Le Japon avait d'ailleurs marqué officiellement dès le 19 août 2022 son rejet catégorique de l'invitation lancée la veille par la commission de l'Union africaine à l'entité séparatiste pour assister au sommet. À son tour, la République centrafricaine regrette la non-participation du Royaume à la conférence. Le président Faustin Archange Touadéra a soutenu la déclaration du président sénégalais Macky Sall, président également en exercice de l'Union africaine quant à l'absence du Maroc ainsi que le non-respect des règles établies pour la participation à ce sommet. Autre réaction, celle de la Guinée équatoriale. Son ministère des Affaires étrangères a regretté l'absence du Royaume du Maroc de la TICAD, un pays d'une importance particulière, a-t-il souligné. Il a appelé dans ce sens à trouver une solution durable à ce problème. Même son de cloche, le Burundi regrette l'absence du Maroc à la TICAD 8 suite au manque de consensus lors des négociations qui ont précédé ces assises. C'est ce qu'a affirmé le président burundais Evariste Ndayishimiye lors d'une séance plénière sur paix et sécurité dans le cadre de la TICAD. Nos vœux les plus ardents du Burundi est d'éviter de telles divisions lors des prochaines sessions. A-t-il insisté, selon lui, l'objectif de la TICAD est d'agir à l'unisson de vision et dans le cadre d'approches dans l'intérêt de la solidarité internationale. Une pluie d'indignation donc soulevée suite à cet acte hostile à l'égard du Royaume. De nombreux chefs d'État et personnalités sont montés au créneau pour fustiger la déclaration flagrante du régime tunisien vis-à-vis de l'intégrité territoriale du Royaume. Donc, quel commentaire en faites-vous, Cécile ? Il faut ajouter au titre de l'indignation le président de la Guinée-Bissau, qui est président de la CEDEAO, qui a retiré la participation de son pays donc à cette 8e conférence, Japon, etc. Alors, ce qu'on peut dire, pourquoi une telle décision ? Il y a ceux qui mettent en cause la rigidité du chef de l'État, attestée par ce que j'ai dit tout à l'heure sur la nouvelle constitution. J'y reviens pas. Il y a aussi le fait que la Tunisie est soumise aux pressions de l'Algérie. On peut parler d'alignement. Je vais même plus loin. Il y a une sorte de protectorat de fait qui est en train de s'installer, attesté par le financement,
Il y a eu une avance de 300 millions de dollars déposée à la Banque centrale tunisienne. Pourquoi? Pour essayer d'émettre un signe positif en direction des bailleurs internationaux. Il y a une deuxième rallonge de 200 millions de dollars qui va être finalisée. Et il y a une situation financière et économique extrêmement difficile. Savez-vous que le taux d'endettement de la Tunisie est de 104% par rapport au PIB. Et donc c'est une situation extrêmement difficile. J'ajoute les réserves américaines à propos du processus démocratique formulées par qui? Par le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a dit qu'il était préoccupé par la détérioration de la démocratie en Tunisie suite au dernier référendum. Et il est question de suspendre l'aide de 500 millions de dollars des États-Unis en direction de la Tunisie. Donc c'est une série pénalisante, perdante sur tous les plans, et on ne voit pas très bien comment le président tunisien va s'en sortir. Sami, l'actualité de la semaine a été marquée par une magnifique embellie, une relance dans les relations maroco-allemandes à la faveur du déplacement dans le royaume du chef de la diplomatie allemande. Une visite soldée par un bilan très positif. Berlin qui a donc confirmé une nouvelle fois son soutien au plan marocain d'autonomie. La position allemande claire vis-à-vis de notre intégrité territoriale fait-elle de ce pays un allié stratégique fiable pour le Maroc au sein de l'Union européenne ? Sans aucun doute, maintenant les relations entre Rabat et Berlin sont sur la bonne voie avec des éléments de solidité. D'abord, il faut rappeler le message du chef d'État allemand de début janvier de l'année dernière qui a pris position sur la question nationale dans les conditions que vous savez et qui a même adressé une invitation pour une visite d'État de Sa Majesté le Roi à Berlin. C'est un acte fort. Bien. Ensuite, il y a la visite de la ministre des Affaires étrangères, Madame Annalena Baerbock, qui vient de quel parti? Elle vient des écolos. C'est le parti vert. Ça ne manque pas d'intérêt. Ça prouve qu'une ministre des Affaires étrangères relevant du parti des Verts qui fait partie de la coalition SPD, etc., a des positions intéressantes pour ce qui est de la coopération avec le Maroc. Il y a un communiqué extrêmement important et dense qui a été publié, qui relève un certain nombre de points. Évidemment, sur la question nationale, il faut le dire, le fait que l'Allemagne reconnaît le plan d'autonomie comme sérieux, crédible, etc., et apporte son soutien donc à la proposition marocaine comme étant une bonne base de règlement d'un processus négocié. Et puis il y a tout le reste, tous les secteurs de la coopération qui a été identifié de son communiqué. Le dialogue politique, c'est important. La coopération sécuritaire avec le fait que l'Allemagne rend hommage à la politique migratoire du royaume et en demandant que les responsabilités soient partagées. C'est intéressant à relever. Il y a également la politique du climat. Il faut aussi la coopération au développement, notamment culture, recherche, etc. Donc il y a là un socle porteur de beaucoup de potentialités pour la consolidation des relations entre Rabat et Berlin. Et j'espère avoir répondu à votre question. Vous avez répondu. On passe au plan national. Donc cette fin du mois d'août qui signe la rentrée politique, économique et sociale et se profile déjà par la réunion de l'exécutif récemment. Donc au sommaire des discussions, un projet prioritaire, le registre social unifié, dont le déploiement a été d'ailleurs prôné par le discours du trône. Que faut-il en retenir et quels sont les autres projets phares qui attendent de l'exécutif? Il faut parler de rentrée. Après 3 semaines de vacances, le gouvernement s'est réuni jeudi dernier. Donc il y a une reprise de l'activité tout à fait normale. Quel est le gros dossier de la rentrée? Évidemment, vous avez fait référence au projet de loi de finances 2023. Mais sur quelle base? La ministre de l'économie et des finances en a présenté des éléments devant la commission des finances il y a quelques semaines. Il y a des prévisions. Elle prévoit un taux de croissance de 4% en 2023, mais il est de 1% en 2022. Une campagne céréalière de 75 millions de quintaux céréales, mais c'est aléatoire. Qui peut programmer exactement une campagne céréalière? On a vu les résultats l'année dernière, puisque l'année dernière, on avait prévu 65 millions de quintaux céréales, on en a eu 32. Il y a également la volatilité des cours du gaz, du pétrole, du dollar,
des matières premières, de la logistique, etc. Donc tout ça, évidemment, c'est avec beaucoup de prudence. On ne peut pas faire grief au gouvernement sur ça. Mais évidemment, il ne peut avoir que des prévisions qui sont liées à un certain nombre de paramètres qu'il ne maîtrise pas. Les grands dossiers, quand même, il faut en parler. C'est un certain nombre de textes d'application de 2 lois cadres qui ont été adoptées en Conseil des ministres présidé par Sa Majesté le Roi le 13 juillet dernier. Première loi cadre sur la santé. Il y a une loi cadre, mais c'est un cadre général. Il faut maintenant la décliner sur des dizaines de textes et c'est important, notamment la Haute Autorité de la Santé, la carte sanitaire, les territoires, etc. Donc il y a là, à marche forcée, quelque chose qui est à faire. Puis il y a la charte de l'investissement. Il y a encore une loi cadre qui a été adoptée, mais la charte de l'investissement doit se traduire par des mesures pratiques. Quel secteur, comment, suivant quelle modalité. J'ajoute ce qu'a relevé le souverain dans son discours du 20 août, la situation de la communauté marocaine à l'étranger. Il faudra bien que le gouvernement s'attelle à ce dossier en apportant des réponses concrètes dans les prochains mois. Il ne s'agit pas d'attendre encore une année pour dire ce qu'on en fait, etc., parce que l'attente est forte. Et puis, il y a le fait aussi que la situation sociale, vous avez fait référence, les citoyens attendent, les citoyens n'ignorent pas les contraintes exogènes, évidemment, que j'ai évoquées, mais il y a aussi des facteurs internes. C'est la question du pouvoir d'achat, de la préservation du pouvoir d'achat des citoyens. Avec la flambée des prix, nous sommes à 7% la fin juin. Et oui, alors que les prévisions étaient de 2%. Avec 11% pour les produits alimentaires, c'est-à-dire les produits courants, de consommation courante. Et donc, là, il y a là un clignotant rouge qu'il faut maîtriser. Et comment? Par des mesures de politique sociale. On attend de ce gouvernement des politiques sociales ciblées. Il y a le problème de l'identification des agriculteurs qui avance. Et puis, vous avez également fait référence au registre social unique. Pourquoi c'est important, le registre social unique? Parce que ça permet de cibler des populations et de remettre en cause, d'une certaine manière, la nature, la dimension de la caisse compensation. Aujourd'hui, la charge est de 35 milliards de dirhams. Elle était budgétisée dans la loi de finances 2022 à hauteur de 16 milliards. Donc, il y a du travail. On attend de ce gouvernement une grande dynamique réformatrice et aussi la capacité politique à mener ces réformes. Question, est-ce qu'en l'état, ce gouvernement est en mesure de se mobiliser dans cette perspective? Mostafa Shahini, professeur de droit et politologue, merci pour tous ces éclairages. Et on en arrive à la deuxième escale de cette édition. On la consacre à la rentrée scolaire qui arrive à grands pas. À une semaine de la reprise des classes, c'est déjà l'heure de l'achat des fournitures. Les librairies font le plein. Bonne nouvelle pour les parents d'élèves, pas d'augmentation des tarifs. Le prix des manuels scolaires édités au Maroc reste inchangé. À Fès, notre équipe a fait le tour des libraires et s'est enquise des prix pour vous. C'est un reportage de Oumé Marmli, Maria Ouad et Mostafa Zaheri. Comme un air de rentrée scolaire à Fès. Partout dans la ville, les librairies et autres papeteries se préparent à l'afflux des premiers clients. À moins de 10 jours de la rentrée, le porte-monnaie des Marocains commence à ressentir le contre-coup de ce retour à l'école, notamment en raison de la hausse des prix de certaines fournitures scolaires. Je suis venu ici pour acheter les fournitures scolaires de mes enfants qui sont au collège et cela avant le rush de la rentrée. Concernant les manuels des écoles publiques, le prix n'a pas augmenté. Les tarifs sont les mêmes que les années précédentes. Il y a beaucoup d'offres. Chacun peut acheter ce qu'il lui faut en fonction de son budget. Concernant les manuels importés de l'étranger au programme dans les écoles privées, le prix a augmenté de 5 à 10% pour cette année. Près de 8 millions d'élèves sont attendus sur les bancs de l'école à partir du 5 septembre. Bien que la rentrée des classes représente souvent un sacré budget, les foyers se parent au plus pressé et pointent du doigt la hausse des prix.
La rentrée scolaire approche et c'est pourquoi je suis venue en avance pour acheter les fournitures scolaires de mes enfants. Pour ce qui est des livres en langue arabe, leur prix n'a pas augmenté. Par contre, les livres importés sont plus chers, tout comme les cahiers. L'achat des fournitures scolaires représente plus de 50% du salaire mensuel. Une somme non négligeable qui montre l'implication des parents dans le processus éducatif de leurs enfants. Direction Fneder, plus précisément, le passage de Bab Sibta qui a vécu tout ce week-end au rythme d'un grand rush de la phase retour de l'opération Marhaba, un retour massif des Marocains du monde qui a engorgé toute la route reliant Fneder à Sibta, comme vous le voyez dans ce reportage de Fna Shaker Alaoui, Abdelali Gnouni et retour à Oumama Ramli. Une longue file d'attente pendant de longues heures. Nos compatriotes établis à l'étranger ont dû déployer des trésors de patience avant de passer la frontière. Ce flux massif a embouteillé la circulation sur plusieurs kilomètres. Logique, disent ces Marocains du monde. Nous sommes là depuis hier soir. Il nous reste du chemin à faire avant d'arriver au poste de la douane. C'est normal, l'été arrive bientôt à sa fin et la rentrée scolaire approche. Tout le monde choisit la même période pour rentrer. On ne regrette pas Après, c'est vrai il y a beaucoup de monde. Nous avons passé la nuit ici. Ce n'était pas facile pour mes enfants, mais ce n'est pas très grave. Nous avons passé de belles vacances. Cela en valait la peine. Les douaniers redoublent d'efforts. Un personnel étoffé et à l'écoute pendant toute cette période de rush. Nous avons augmenté notre staff de 32%. Tous les agents ont été équipés en tablettes. Cela leur permet d'aller vers les passagers pour les enregistrer. Cette mobilité permet d'accélérer les formalités dans l'optique de fluidifier le passage. Une pression qui devrait se poursuivre jusqu'au 31 courant. Un transit de tous les records. À lui seul, le passage de Bab Sibta a accueilli plus de 200 000 passagers et quelques 95 000 véhicules. Et on enchaîne avec les couleurs du ciel. Le temps est instable ce week-end sur plusieurs de nos régions. Cette instabilité va encore gagner du terrain. Ce soir, le ciel sera bien chargé. Prévoyez des averses orageuses localement fortes. Si vous vous trouvez à Taza, Sfrou, Meknes, Fès, Moulay Yacoub, Ifran, El Hajb, El Housseima, Boulman, Khmissat, Lefra, Azilal, Al-Haouz, Tinrir, Midel, Rachidia. Ces averses peuvent être accompagnées localement de la grêle et de rafales de vent allant de 60 à 70 km/h. Les arts équestres traditionnels pour clore ce journal, on vous emmène au galop, au cœur d'un moussem de Tborida très populaire dans la région de Meknes. La région renoue avec son fameux rendez-vous de Fantasia après l'avoir repoussé de 3 ans pour raisons sanitaires liées à la pandémie. Les sorbats venus de plusieurs provinces remettent cette année le pied à l'étrier pour des parades grandioses. Ahmed El Fadeli, Maria Ouad et Iman Ablou. Lancés à toute allure sur leur monture, les cavaliers jettent la bride d'une seule main et de l'autre font tournoyer leurs fusils au-dessus de leur tête. À Drissa, les sorbats rivalisent d'ingéniosité pour offrir le meilleur de leur art au public venu en masse. Les spectacles se succèdent jusqu'à la tombée de la nuit. Cette année, le spectacle est incroyable, surtout après 3 ans de Covid, où il n'y avait plus de Fantasia. Il y a beaucoup de spectateurs. Nous souhaitons la bienvenue à tous les visiteurs. Je suis venu de la petite ville de Tissa. J'ai parcouru 170 km car je suis fan de la Fantasia et surtout des chevaux. Je vais à tous les moussem. L'objectif principal d'organiser ce moussem est d'abord d'ordre économique. Plusieurs coopératives et associations locales prennent part à cet événement et exposent des produits traditionnels. Tout cela pour promouvoir le patrimoine culturel local.
À Drissa, l'heure est donc à la fête et aux festivités. Au programme, spectacle de musique traditionnelle, courses de chiens de chasse et exposition de produits du terroir. Nous sommes très heureux de pouvoir participer à cet événement. Nous avons repris notre activité dans les Moussem après un arrêt dû à la pandémie. La cavalerie est une véritable passion pour nous. Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, la Tborida permet de faire valoir la culture traditionnelle du Maroc à travers un spectacle hétéroclite, riche en sensations et en émotions. Et c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information à 21h avec le journal Raïsia. Très belle soirée à tous sur Al-Oula.